Field effectue un vol d'essai. Il a volé un moment dans le secteur et il a traversé l'aérodrome à quelques mètres d'altitude. Il est passé au-dessus, s'est dirigé droit sur la montagne et il est remonté. Mais il est trop tard. Le chasseur s'écrase sur un versant du mont Cyclope à plus de 2100 mètres d'altitude. Il s'est écrasé sur un énorme affleurement rocheux. Le pilote survit. La veuve noire tombe toutefois dans l'oubli. Dans cette zone de la jungle, il n'y a ni route ni piste, aucun moyen de récupérer l'appareil. Du moins, pas avant 45 ans. En 1985, une expédition menée par Russ Strine et son père Gene part à la recherche de l'avion. Ils consacrent leur vie à leur musée de l'aviation. Aussi espèrent-ils retrouver et préserver ce P-61, l'un des 4 exemplaires connus au monde. En Nouvelle-Guinée, l'équipe se lance dans l'éprouvante ascension du mont Cyclope, 6h30 de marche jusqu'à l'endroit où a été retrouvé le chasseur presque totalement recouvert de végétation. Il ne ressemblait plus beaucoup à un P-61 à ce moment-là. Mais les gars se sont aperçus qu'il y avait toujours du liquide dans le circuit hydraulique, toujours de l'air dans les pneus. La tâche de ramener ce P-61 du mont Cyclope s'annonce monumentale, susceptible de mettre des vies en péril. Le danger étant constant, la récupération de l'avion impose des épreuves intimidantes. 1. Le terrain dangereux. Le chasseur se trouve sur une pente de 60 degrés. 2. Les serpents venimeux. Ils pullulent dans le secteur. 3. Désassembler l'appareil. Il ne peut pas être déplacé entier. Le P-61 pesant plus de 13 tonnes et demie et s'étant écrasé à plus de 2100 mètres, aucun hélicoptère ne peut soulever un tel poids à cette altitude. Cela ne laisse qu'une seule possibilité à l'équipe. On a compris qu'il fallait le démanteler. Et vu la taille des éléments de fixation de la structure, sans parler de 45 ans de corrosion, il a fallu trouver comment diable on allait bien pouvoir le démonter. De tous les dangers, ce sont les serpents qui mettent tout le monde sur le qui-vive. La jungle abonde de reptiles parmi les plus mortels du globe, comme la vipère de la mort, le serpent noir papou et le taipan. Leur morsure peut tuer quelqu'un en quelques minutes. Il y avait des nids de serpents et des œufs dans l'avion, alors c'était très dangereux. Voici le plan. Tout d'abord, défricher une clairière dans la jungle dense, puis démanteler le chasseur pièce par pièce. Les plus petites seront emballées dans des filets et acheminées à pied. Enfin, les plus grandes, les moteurs, les ailes et le fuselage seront héliportés jusqu'à une aire d'entreposage à proximité. Le 10 janvier 1985 débute le démontage du chasseur de la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils devaient monter sur les ailes ou le fuselage pour travailler, les hommes devaient s'attacher une corde autour de la taille et la fixer à une autre partie de l'avion, comme les hélices, pour être en sécurité. Comme ça, ils pouvaient bouger, mais ils ne risquaient pas de glisser ou de tomber. On commence par les petites pièces. Démanteler l'appareil est un travail laborieux qui paraît parfois impossible. Sans électricité, le moindre boulon, le moindre écrou doivent être dévissés à la main. Or, ils sont pour la plupart rouillés et ne bougent pas. C'est difficile là, parce qu'il est de travers. Oui. Je vais y mettre un petit coup de marteau. On avait des gars qu'on appelait des porteurs. Ils quittaient le site en emportant des pièces en bas de la montagne. Des pièces assez légères pour qu'ils puissent les porter. Cyclope? Besoin de quelque chose? Oui, on voudrait bien quelques boîtes de maïs et du jambon si possible. Ils revenaient le lendemain avec des sacs de riz, des haricots et des fruits pour revigorer l'équipe. Et c'était comme ça, jour après jour.
La forte humidité de la forêt tropicale entraîne des obstacles imprévisibles. Un nuage s'est formé juste au niveau de l'appareil. Et même s'il n'avait pas plu là où l'équipe travaillait, la visibilité était parfois tellement réduite qu'on ne voyait plus le bout de son nez. Le milieu est hostile. Les hommes sont sans cesse en butte à la nature. Il y avait des sangsues. Et quand les gars ont gravi la montagne, elles sont montées sur eux sans qu'ils s'en rendent compte. Elles ont rampé au-dessus de leurs bottes et se sont fixées sur leur corps. Malgré les horreurs de cet environnement, le travail se poursuit jusqu'à ce que toutes les petites pièces soient emportées. Il est alors temps de se des grandes. Les hommes commencent par les ailes et la tâche s'avère plus ardue que prévu. On s'est rendu compte qu'il fallait scier les boulons. Certains qui fixaient les ailes faisaient presque 4 cm de diamètre. Et comme ils étaient difficiles à atteindre, on faisait attention de ne pas couper ou abîmer la structure. Alors ça nous a pris des jours, rien que pour enlever les ailes. J'arrive pas à la pousser. J'ai entendu un truc craquer. Allez! On l'a eu! Les moments de joie sont bienvenus pour l'équipe, qui en vit aussi de dramatique. La tragédie survient un après-midi. Un guide a été mordu par une vipère de la mort. Quand c'est arrivé, il n'y avait pas de sérum antivenimeux. Et il est décédé en 20 minutes. L'équipe est sous le choc. Cette mort est un funeste rappel des dangers qui les entourent. L'équipe de récupération va effectuer 6 expéditions en 6 ans pour démanteler complètement la Veuve Noire. En février 1989 se déroule la dernière ascension du mont Cyclope pour héliporter les grosses sections du P-61. Mais avant qu'un hélicoptère ne puisse les descendre au bas de la montagne, il faut confectionner une aire d'atterrissage. Vous avez déplacé l'aile? Non, on la bougera quand on commencera à faire l'aire d'atterrissage. Il fallait abattre les arbres sur plus d'1 hectare pour faire la place au rotor de l'hélico et donner au pilote le périmètre de sécurité nécessaire pour venir au-dessus de l'épave avec des câbles. Les arbres abattus servent à fabriquer l'aire d'atterrissage. Elle n'était pas assez solide pour supporter le poids de l'hélico. C'était plus une plateforme de transit. L'hélico pouvait rester en stationnaire au-dessus, les roues juste en contact avec le bois pour débarquer hommes et matériel et embarquer d'autres gars qui redescendaient. Une par une, l'hélicoptère emporte les dernières pièces. Le chef de charge n'avait pas pensé que cette aile allait osciller sous l'effet du déplacement d'air généré par les rotors. Alors l'aile s'est mise à tournoyer sur elle-même de plus en plus rapidement. Et très vite, l'hélico a commencé à tanguer. L'aile était en train de secouer l'hélico. Lors de la récupération d'un P-61 sur un versant montagneux abrupt de Nouvelle-Guinée, l'aile du chasseur de la Deuxième Guerre mondiale se met à tournoyer et menace d'envoyer l'hélicoptère au tapis. Les hommes regardent la scène, impuissants. Ça aurait bien pu provoquer le crash de l'hélico. Et je crois que la crainte de tout le monde, c'était que l'aile se mette à voltiger et à y percuter les rotors. Et si c'était arrivé, bien sûr, ça aurait été un désastre. Le pilote lutte pour garder le contrôle de l'appareil. Il annonce par radio qu'il va tenter de poser l'aile en douceur. Tout le monde s'est arrêté de travailler pour regarder l'hélico. Si le pilote ne peut déposer l'aile, il la larguera et elle sera certainement détruite. Finalement,
il réussit sa manœuvre risquée. Une fois sur l'air, il a détaché l'aile. Puis le chef de charge a regardé comment elle était fixée au câble et il a opté pour un nouveau procédé. Ensuite, quand l'hélico l'a emporté à nouveau, ça s'est passé sans accroc. Il faut 5 jours à l'hélicoptère pour descendre les parties démontées du P-61 au bas de la montagne. Russ et son équipe savourent l'aboutissement d'une mission de 45 ans. Et dans le petit village de Saint Annie, c'est un événement à ne pas manquer. Les écoliers, toute la population du village était là pour voir ça. Et voilà. Toutes les pièces ont été déposées dans un champ. Puis, il a fallu les emballer pour pouvoir les charger sur un navire. Finalement, toutes les parties de l'avion sont mises en caisse et transportées par camion sur les quais de la ville portuaire de Jaipura à près de 32 km. Elles sont ensuite chargées sur un bateau à destination des États-Unis. 2 mois plus tard, le chasseur arrive à Baltimore, puis est acheminé au Mid-Atlantic Air Museum de Reading, en Pennsylvanie. De nos jours, le P-61 est toujours en cours de restauration. Quand je regarde le P-61 aujourd'hui, je ressens une grande plénitude. Je suis content qu'il soit là. Après tout, on a sauvé une relique historique